La Russie avait pour objectif d'écraser l'Ukraine avec deux armées formant l'épine dorsale de ses forces terrestres. Les 41e et 20e armées combinées de la garde ont été déployées comme le cœur de ce plan. Ces unités avaient été déplacées de front en front depuis les premiers jours de la guerre. Elles s'étaient épuisées sur presque tous les fronts des portes de Kiev à la ceinture industrielle de Donbass. Les rotations étaient courtes et le ravitaillement intermittent depuis 2 ans. Les organigrammes restaient statiques sur le papier, mais la profondeur sur le terrain s'érodait. L'Ukraine a pénétré ses points focaux fatigués depuis un angle inattendu. Elle a ouvert une brèche en ciblant la chaîne de commandement. Elle a neutralisé deux quartiers généraux distincts au cœur de Donetsk à la même minute. À cet instant, l'initiative a quitté la table. L'attaque a eu lieu vers 19h30. 5 drones aériens Peklo à propulsion par jet ont plongé sur la zone à basse altitude et en piqué vertical. Dans cette attaque, l'Ukraine a intégré non seulement ses missiles développés localement, mais aussi des missiles de croisière Storm Shadow fournis par l'Occident. Une série d'explosions a ensuite secoué deux pointes distinctes. Il était clair dès le départ que les cibles n'avaient pas été choisies au hasard. L'angle de plongée abrupte observé dans les enregistrements vidéo, les multiples impacts et l'absence quasi totale de réponse de la défense antiaérienne ont prouvé que cette opération avait été planifiée de longue date et préparée avec un réseau de surveillance multipoint. Le premier coup a neutralisé le nœud de commandement avancé à l'intérieur des installations de Topaz. La seconde salve a frappé le quartier général de la division sur le site de l'usine métallurgique de Donetsk. Il n'y avait pratiquement aucun intervalle entre les explosions. La couche de défense anti-aérienne environnante n'a pas réagi dans la première minute. Les premiers tirs de contre-attaque sont survenus après les explosions. Les cibles avaient déjà été détruites à ce moment-là. Il était immédiatement évident que les cibles n'étaient pas choisies au hasard. L'une des cibles de l'attaque était le site de Topaz, qui servait de centre de commandement avancé pour la 41e armée, combinée de la garde des forces terrestres russes. Le fait que l'attaque ait visé précisément ce quartier général n'était pas une coïncidence. En effet, le commandant actuel de la 41e armée, Sergei Rykov, est supposé avoir été parmi les planificateurs initiaux de l'invasion de 2022. D'autre part, cet emplacement est connu pour sa production électronique depuis l'ère soviétique. Des traces des systèmes Kolchuga et de leurs dérivés persistent dans ce domaine. Après 2014, de nouvelles fonctions ont été attribuées derrière la ligne de contrôle. Des sous-systèmes de commandement militaire s'y sont regroupés. Des lignes logistiques ont été organisées pour des véhicules de commandement avancés. La localité est devenue à la fois un symbole et un nœud. Lorsqu'elle a été frappée, son impact a dessiné un large cercle. Ce cercle s'est formé autour des ordres et des signaux. Le symbole et le nœud ont été brisés simultanément. Une autre cible était le site métallurgique où se trouvait le quartier général de la 20e armée. Installer un quartier général temporaire dans une industrie lourde offre un avantage de camouflage. Les signatures sonores et thermiques sont masquées. La hauteur des plafonds facilite l'installation d'antennes et de câblage. Cependant, lorsqu'elle est touchée, le risque d'incendie augmente. L'acier et le carburant créent ensemble un danger. L'accès aux abris est bloqué par les débris. Les zones de stationnement des véhicules restent exposées. Lorsque la frappe terminale vient d'en haut, la zone de fuite se rétrécit. Cette nuit-là, c'est exactement ce qui s'est produit. De plus, la simultanéité absolue de ces attaques ne pouvait être expliquée par une coïncidence. Les directions d'approche exploitaient des angles morts des radars. Les entrées des abris et les nœuds de communication étaient marqués séparément. Les angles de plongée des terminaux amplifiaient l'impact des frappes aériennes. Le noyau de communication du bâtiment a été neutralisé en un seul coup. Les salles de générateurs de secours ont été désactivées par la seconde frappe. La zone de stationnement des véhicules de commandement a subi le troisième coup. Les voies d'évacuation étaient remplies de débris. Cependant, la première réponse du côté russe a été de boucler la zone. Les débris ont été rapidement dissimulés et le flux d'images a été restreint. Les canaux officiels ont fait circuler l'affirmation que les cibles n'avaient aucune valeur. Des images indépendantes ont rapidement démenti ce discours. Les mouvements des ambulances et des pompiers ont été enregistrés toute la nuit. Des grues ont travaillé jusqu'au matin. Le périmètre du complexe a été bouclé avec du ruban militaire. Les rues à proximité ont été fermées à la circulation. Les restrictions de communication ont été renforcées. Les conséquences militaires étaient encore plus graves.
Le premier résultat physique a été observé dans l'épine dorsale de la communication des quartiers généraux. Les officiers de planification équipés se sont soudainement retrouvés sans communication. Les passerelles réseau et les salles de routeurs sont devenues inopérantes. La charge sur les véhicules de communication de terrain a augmenté. Les lignes de secours câblées ont été endommagées. Les réseaux cryptés ont été désactivés pour des raisons de sécurité. Les téléphones se sont tus et les ordres papier ont pris le relais. C'était comme si une photographie avait été balayée de la table et jetée au sol. Les plans horaires se sont étirés sur des jours et ce retard s'est propagé vers les lignes de front. Lorsque la boucle de contrôle-commande est rompue, le cycle de l'artillerie subit la perte la plus rapide. L'allocation de munitions devient irrégulière et les listes de cibles arrivent en retard. Les batteries reviennent à leurs propres observations et leur efficacité diminue. Les tirs de contre-batterie frappent la mauvaise fenêtre. Le langage entre l'observateur avancé et l'artillerie est rompu. Le temps d'évaluation des images de drones s'allonge. Lorsque les approbations de cibles sont retardées, la fenêtre d'opportunité se ferme. Les heures de départ des convois logistiques sont reportées. Les plans d'évacuation des blessés vacillent. Les petits retards s'accumulent en un grand écart. La deuxième conséquence majeure a été observée dans les plans de manœuvre. Les pressions sur les ailes ont connu une perte de coordination. Les poussées blindées attendaient le carburant de réserve. Les commandants tactiques ont été forcés de prendre des décisions locales. Les décisions locales ont réduit l'appétit pour le risque. Les attaques à faible risque ont produit de faibles rendements. Les cibles à fenêtres courtes ont été manquées. L'expression « attendre la décision » persistait dans la description vidéo. Si vous souhaitez participer à la lutte pour la liberté, nous attendons votre soutien. Revenons maintenant à notre sujet principal. La troisième conséquence était psychologique. Deux zones industrielles considérées comme le cœur de Donetsk étaient des nœuds militaires. Frapper ces nœuds a brisé la perception d'une zone intouchable. Le personnel servant derrière les lignes de front ne se sentait plus en sécurité. Une vague de transfert a commencé au niveau du commandement. Les abris se sont remplis et les zones de travail ont été divisées. Les réunions sont devenues plus courtes et les décisions ont été retardées. La recherche de ceux qui ont désigné les cibles a mis les institutions sous tension. Les unités de sécurité interne ont lancé des enquêtes. Le langage de l'accusation a étouffé la production et la planification. L'Ukraine a accompli tout cela avec une seule opération. Et cette opération précise contient des éléments fondamentaux qui changeront le cours de la guerre. Ces éléments sont la profondeur doctrinale et les faiblesses critiques des systèmes de défense antiaérienne. Premièrement, la doctrine de la décapitation n'est plus seulement un concept. Elle est devenue une stratégie de pression systématique avec des implications dans le monde réel. L'armée ukrainienne est passée d'une résistance totale dans les premiers mois de la guerre à une stratégie en 3 étapes exécutée aujourd'hui avec une précision presque clinique. La première étape de cette stratégie consiste à aveugler l'ombrelle de défense antiaérienne. Les attaques sur les systèmes radars Nebo-M et Podlet au cours des dernières semaines constituent le premier maillon de cette chaîne. Lorsque les radars sont réduits au silence, le ciel devient perméable à l'ennemi. La deuxième étape est de paralyser la logistique. L'Ukraine a ciblé les systèmes d'approvisionnement en carburant russe sur un large spectre de la raffinerie de Prokhovka à Belgorod, à Tatarstan, et même l'infrastructure de carburant à Volgograd. Les explosions de raffineries, la désactivation des points de connexion des pipelines et la destruction des dépôts de munitions étaient des mouvements visant à affamer la machine de guerre russe. Enfin, la troisième étape, couper la chaîne de commandement. Les frappes sur des zones telles que l'usine électronique Topaz et le complexe métallurgique de Donetsk correspondent précisément à cette troisième étape de la doctrine. Ces cibles portent non seulement un message structurel, mais aussi symbolique. Au cœur du territoire que la Russie considérait comme intouchable depuis 2014, les systèmes de commandement et de contrôle ne sont plus sécurisés. Le deuxième élément tout aussi frappant que le premier est la réalité crue de l'effondrement de l'ombrelle de défense anti-aérienne. Dans les minutes suivant l'attaque, les images vidéo de la région ont montré que les systèmes de défense anti-aérienne étaient presque totalement inefficaces. Alors que les 5 drones Peklo à propulsion par jet plongeaient vers leurs cibles les uns après les autres, aucun tir de contre-attaque n'a été ouvert pendant les premières minutes. Cela nous amène à conclure que le Peklo est une plateforme conçue architecturalement pour exploiter précisément ces lacunes.
Le processus de développement du PECLO est le résultat direct de l'objectif de l'Ukraine de réduire sa dépendance aux plateformes occidentales et de construire sa propre force de frappe stratégique. Il a été annoncé que la production en série du missile a commencé en décembre 2024 avec une capacité de production cible d'environ 100 unités par mois. Ce rythme de production indique une infrastructure qui augmentera à la fois la capacité de l'Ukraine à faire pression sur des cibles à profondeur stratégique et renforcera la durabilité de la guerre en termes de consommation de munitions à long terme. D'un point de vue technique, le PECLO est propulsé par un moteur à réaction et voyage à une vitesse d'environ 700 km par heure. Cela en fait une menace efficace contre les défenses antiaériennes à basse altitude et grâce à sa capacité à voler à grande vitesse à basse altitude, lui permet de pénétrer sous des boucliers radars classiques. La portée du PECLO est estimée à environ 700 km, ce qui en fait une plateforme de pression ciblant des objectifs bien au-delà de la ligne de front. La conception du missile a été créée avec une philosophie de haute efficacité et de faible coût. Le fait qu'il soit produit avec environ 70% de contenu national réduit la dépendance aux chaînes d'approvisionnement externes et offre un avantage significatif en termes d'économie de guerre à long terme. La capacité de l'Ukraine à créer une fonction similaire aux missiles de croisière occidentaux avec son propre ingénierie peut être considérée comme un tournant sérieux en termes de technologie de guerre. En ce sens, le PECLO peut être défini comme un Storm Shadow national et domestique plus compact, moins cher et plus adapté à la production de masse. La taille de l'ogive du missile est officiellement classifiée. Cependant, selon des analyses indépendantes, l'ogive qu'il transporte est d'environ 50 kg. Bien que ce poids ne cause pas de destruction à grande échelle sur des cibles molles, il est extrêmement efficace contre des infrastructures stratégiques telles que les quartiers généraux, les dépôts de munitions et les stations de communication. De plus, cette destruction se produit souvent sur des systèmes pris au dépourvu grâce au profil de vol du missile, qui rend son suivi avant qu'il n'atteigne sa cible presque impossible. Les capacités asymétriques de l'Ukraine transforment de plus en plus la machine de guerre du Kremlin, construite avec des engrenages de fer en un tas de rouages défectueux. Les récentes attaques à Donetsk ne sont qu'un exemple. En réalité, le front épuisé de la Russie n'est plus seulement frappé, il se défait systématiquement. De plus, cet effondrement ne se limite pas à la perte de quelques batteries d'artillerie ou bataillons blindés. Il s'agit d'une déformation militaire profonde avec des dimensions géographiques, stratégiques et doctrinales. Aujourd'hui, le champ de bataille ne se lie plus à travers une carte de territoire. Il se lie à travers un réseau de données. Les images satellites, les coordonnées GPS précisent les flux vidéo des drones aériens et les analyses indépendantes basées sur des rapports de première ligne en temps réel révèlent en temps de chiffres à quel point la performance de la Russie a été inefficace depuis le début de la guerre. Par exemple, depuis le début de l'offensive à grande échelle en avril 2022, le gain net de la Russie en territoire ukrainien est d'environ 5000 km². Ce chiffre peut sembler grand sur une carte, mais en termes réels, il représente seulement la moitié de la taille du Liban. De plus, ce gain ne consiste pas en des victoires directes et stratégiques, mais en des zones prises pouce par pouce, souvent à grands coups et fréquemment perdues à nouveau. Ces gains se sont essentiellement concentrés dans 3 zones étroites autour de Bakhmut-Avdiivka et de petites avancées le long de la frontière administrative de Donetsk. Bakhmut a été capturé en mai 2023 après un siège d'environ 9 mois. Avdiivka est tombé en février 2024 après 4 mois d'attaque continue. Cependant, le coût de ces avancées ne se mesure pas seulement en munitions ou en carburant, mais en sang et en vie. Une analyse détaillée d'Avdiivka par le Centre d'études stratégiques et internationales révèle crûment cette réalité. Malgré un soutien intense d'artillerie et de bombes à glissement Fabi 500, un groupe d'assaut russe d'environ 40 000 hommes a réussi à prendre le contrôle de seulement 9 km de territoire. La vitesse moyenne d'avancement était de 75 mètres par jour. De plus, les pertes russes subies pour cette avancée étaient d'environ 18 000 hommes. En d'autres termes, une vie humaine a été sacrifiée pour chaque 4 mètres d'avancement. Cet équilibre brutal remet désormais en question la validité des concepts classiques de guerre. Le champ de bataille moderne est désormais transparent. Dans un environnement rempli de satellites commerciaux de drones à voilure fixe et de capteurs, les grands mouvements de troupes peuvent être ciblés avant même qu'ils ne changent de position. Cela transforme les assauts blindés à grande échelle
qui réussissaient au XXe siècle en mission suicide au XXIe siècle. L'armée russe répond à cette nouvelle réalité par une sorte de régression. Le scénario le plus courant observé sur le champ de bataille aujourd'hui est une version moderne des troupes d'assaut de la Première Guerre mondiale. Des groupes d'attaque de 10 à 15 personnes sont amenés au front en moto civile ou en véhicule tout-terrain tôt le matin ou par temps brumeux pour masquer leurs traces électromagnétiques. L'objectif n'est pas de gagner du terrain, mais d'exposer les positions ennemies. Si les tranchées sont atteintes, les positions à l'intérieur sont marquées et l'artillerie, les drones ou les bombes à glissement sont larguées sur ces points peu après. Cependant, l'évolutivité de cette approche est limitée. Bien que certains résultats soient obtenus au niveau des escouades, les objectifs au niveau opérationnel sont généralement manqués. Capturer une seule ligne de tranchée nécessite des centaines de pertes. De plus, le contrôle de ces tranchées ne dure pas longtemps. Grâce à l'infrastructure de renseignement de meilleure qualité de l'Ukraine et à une coordination air-artillerie profondément intégrée, tous les gains peuvent être repris en quelques heures avec une seule contre-attaque. Dans ces conditions, chaque mètre gagné par la Russie n'est pas réellement un progrès, mais une empreinte géographique de l'usure. Alors que le Kremlin reste fixé sur le fétichisme de style soviétique, consistant à s'emparer de terre et à planter le drapeau, l'Ukraine mène une guerre beaucoup moins coûteuse mais plus intelligente. Une stratégie équipée de brouillage radar, de coupures de carburant, de frappes sur les quartiers généraux et de frappes cybernétiques coordonnées. Et cette stratégie fonctionne. La guerre se mène désormais non seulement avec des chars, mais aussi entre les lignes. La bout de la ligne de front n'est pas seulement du sol, elle porte également les traces des plans de la propagande et de l'initiative que Moscou a maintenant perdue. Si vous souhaitez suivre cette guerre non seulement avec des chiffres, mais avec des stratégies des histoires humaines et des analyses approfondies, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, la guerre se gagne non seulement sur les lignes de front, mais aussi dans la connaissance et la prise de conscience. À bientôt.